C'est parti. Demain tout ira bien. T'as capté, hein? Avant de parler de l'album qui ressemble à ma chemise, je voudrais qu'on revienne 2 minutes, vraiment très rapidement, sur la première semaine, parce que hier, voilà, ça y est, c'était déjà la première semaine. En une semaine, de lundi au lundi, on a fait 140 000 vues, 2000 abonnés et 390 € de YouTube Money. Donc en vrai, c'est un peu marrant parce que c'est exactement mes stats que je fais normalement en moyenne sur un mois. Ça veut dire que j'ai quadruplé mes stats, donc c'est très cool. Le seul truc qui manque pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucune vidéo qui a pété et qui pourrait mettre de la lumière sur toutes les autres derrière. Donc voilà, ça c'est pas encore arrivé. Peut-être que ça viendra, peut-être pas, on sait pas, on verra. Dans tous les cas, même si on reste sur ces stats-là et qu'il n'y a aucune vidéo qui tape les 500 000 vues, je suis quand même très content. Franchement, si on continue sur ce rythme-là, ça nous ferait un truc entre, je sais pas, 400 et 600 000 vues dans le mois, que je fais d'habitude en 6 mois. Donc dans tous les cas, c'est cool. Et surtout qu'il n'y a pas que le côté stats qui est important, ça il faut le comprendre. En ce moment, je suis en train de réaliser plein de choses sur moi. Je suis en train de déjà sur le niveau de ma concentration, c'est un truc de ouf. Honnêtement, je pensais pas être capable de autant lâcher mon téléphone, lâcher n'importe quoi. Genre, je suis concentré, je sais pas, quasi 90% de ma journée, je suis concentré sur les vidéos et je pense à rien d'autre. Et franchement, ça faisait 2 ans que ça m'était pas arrivé. Donc ça, c'est hyper kiffant et je capte que je peux écrire une vidéo en 2-3 jours. Là, j'écris des vidéos de 20 minutes en une journée, mais ça veut dire qu'en 3 jours, ok, je me mettrai pas autant de pression et je tafferai pas non plus 12 heures par jour. Mais en tout cas, voilà, ça me donne des perspectives d'amélioration de ouf sur ma chaîne. Ensuite, quelque chose dont j'avais beaucoup de mal aussi, c'était ma spontanéité. Là, j'écris même pas de phrase, je me mets une idée et je développe dessus pendant 5 minutes. Des fois, je fais pas de cut pendant 1 minute. C'est incroyable, ça m'était jamais arrivé ça. Donc, j'ai l'impression d'être de plus en plus à l'aise avec la caméra et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je voulais juste vous demander, et n'hésitez pas à la mettre en commentaire, quelle était votre vidéo préférée de la première semaine. Personnellement, c'est celle de Kekra. Franchement, je me suis trop marré. Je pense que c'est mon meilleur souvenir de tournage. Surtout qu'elle est arrivée le lendemain de celle de Val, qui, elle, avait été chaotique, où j'ai fini à 7h du mat, etc. C'était immonde. Juste pour finir ce débrief, je pense que le point sur lequel je peux m'améliorer, c'est le temps des vidéos. Pour l'instant, c'est beaucoup trop long. J'ai un peu du mal à me restreindre, à pas dire tout ce que je pense, etc. C'est vraiment le truc sur lequel je dois travailler pour la suite, pour faire des vidéos un peu plus digestes pour vous et pour que ce soit plus vivable pour moi, parce que je vous avoue que le matin, je me réveille, je suis dans une autre planète. Je suis épuisé, mais à un point tous les matins. Et après, ça va, je bois des cafés, je me mets l'album et tout, ça me réveille toujours, il n'y a pas de souci. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote marrante, c'est qu'une semaine avant de faire ce challenge, il y a mon coloc, je me rappelle, il m'avait demandé, gros, tu penses faire combien de temps par jour là avec ton concept de fou? Et je lui dis, bah franchement, je sais pas, 5 minutes, tu vois, un truc comme ça, 5-6, je pense que ça peut se faire. Et il m'avait dit, mais gros, t'es un malade, c'est trop long, c'est impossible, tu vas jamais y arriver, frère, faut que tu fasses, je sais pas, 3 minutes, tu vois. Et j'étais là, ouais, bon, je sais pas, on verra. Et résultat, je fais des vidéos de 15, 20, 25 minutes tous les jours, mais en vrai, c'est trop. Franchement, c'est un peu trop. Et ce matin, je me suis amusé à compter. Pour l'instant, du lundi au lundi, j'ai fait 156 minutes de vidéo. Donc quasiment 3 heures de vidéo en une semaine. C'est vraiment trop. J'espère réussir à faire plus dans les 10-15. Parce que les 25 minutes, les gars, c'est chaud. Voilà. Fin du débrief. On part sur Laylo. Y'a des bords dans la caisse de la drogue dans nos veines. Tu m'appelles, j'ai pas de réseau. Après quelques débâcles en major au début des années 2010 avec son groupe Laylo et Circlo, Laylo se lance en solo vers 2014-2015. C'est exactement au même moment qu'il lance sa boîte de prod avec son pote Osman Merkan, TBMA. Petit à petit, à partir de 2015-2016, ils vont commencer à clipper pour tout le rap français. Tout le monde y passe. Hamza, Nekfeu, Esprit Noir, Giorgio, bref. Tous ces clips-là vont lui permettre, je pense, de gagner de l'argent et ça va lui permettre d'investir dans sa propre musique à lui. En 2016, il sort Lime et c'est la première fois que l'algo fait péter un son à lui et c'est comme ça qu'il trouve ses premiers fans. Original de l'inverteur. T'es tout vert, tu joues pas au verdeur. Et en septembre à la rentrée, il change le son qui va changer sa vie. 10 minutes. Les sentiments diminuent, 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 diminuent. 10 minutes est son premier tube underground, c'est un son exceptionnel, clairement dans les meilleurs sons de l'année 2016. À partir de là, Laylo est visible dans le rap français, en tout cas pour les auditeurs très confirmés ou ceux qui adorent le délire underground. Alors dans une interview écrite, il a dit « Dans Merci, je dirais que le chevalier sort légèrement de sa pénombre, mais bientôt, il va arriver avec sa Lamborghini sur le dance floor. » Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. À chaque nouveau track, on retravaille la drogue et t'en redemande. Alors c'est assez marrant de capter qu'à cette époque-là, Laylo, il n'était pas encore autant dans le délire ordinateur, carte graphique et tout, voilà, toutes les blagues qu'on fait tout le temps sur lui, mais beaucoup plus dans le délire moteur de voiture.
Lamborghini, voiture, tuning, bref. Et Laylo avait raconté dans une interview un jour que c'était un truc de Toulousain. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de famille à Toulouse et tout, et je sais pas, j'ai pas forcément remarqué ça. En tout cas, lui, il explique comme ça, que là-bas, ils aiment les moteurs, ils aiment les belles voitures, et Laylo va axer Merci et Digitalova sur ce délire d'automobilisme. Écoute-toi les avis des gens, ils veulent t'enlever ta façon de penser. Effectivement, dans Merci et Digitalova, on est à un stade de névrose obsessionnelle avec les voitures. Dans tous les sons, t'entends des SFX, donc des effets spéciaux de voitures, de moteurs, de courses. Toi planer toute la night. Y'a des bords dans la caisse de la drogue dans nos veines, tu m'appelles. Second couplet, c'est la fin, ton pourcentage de chance qui a rétréci. Franchement, rien que dans l'introduction, il abuse de ouf. 2h du matin dans la caisse. Je te vois depuis le rétro. J'ai toujours pas mon couple, bébé, pourtant j'ai rien loupé. Ma ligne de merde, je pense à toi, je fais des vroom vroom sur le périph'. Cette introduction, d'ailleurs, tellement différente de celle de Merci. Petit extrait. Arrivé en 4x4, ramène ta chatte, on est dans ta hâte, ça fait couler les Nous prévient qu'il a un peu changé de délire. On est dans des sonorités beaucoup plus calmes que Merci, beaucoup plus été, beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus wavy, groovy, smooth, enfin voilà, tout ce que tu veux, tu m'as compris. Dans Ignore, il dit « rap-jeu remis à jour ». Et exactement comme je vous ai dit avec Kekra, tu sens dans Laylo, à ce moment-là, la volonté de créer quelque chose de nouveau dans le rap français. Exactement comme Kekra, il s'inspire d'autres choses que la plupart des rappeurs, avec notamment des influences hyper intéressantes. D'ailleurs, comme vous savez, j'ai des théories sur tout, et j'en ai une sur les influences de Laylo. 2013 est l'année qu'il a le plus marqué dans sa vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est l'année où sortent Yeezus de Kanye et le dernier album des Daft Punk. En 2013, Laylo, il a 20 ans. Yeezus dans le côté distorsion, folie, direction artistique super poussée, zéro limite, la mode, la sape, le jusqu'au-boutisme. Et Daft Punk pour les synthés électroniques, la house, et peut-être même l'absence des réseaux sociaux qui va bien avec son caractère taiseux. Laylo, c'est un gars, il a jamais fait énormément d'interviews. Et tant mieux d'ailleurs, parce que tu sens qu'il est pas à l'aise, qu'il passe pas un bon moment, c'est pas du tout un bon client en interview. J'avais même lu une interview de lui à l'époque où il disait les Daft Punk et plus généralement l'électro, la house, etc. Pour lui, c'était de la grande musique. C'était de la musique noble, beaucoup plus que le rap. Et il respectait vachement cette musique-là. Et de toute façon, il n'aurait pas fait une performance aussi parfaite avec Céron sur Expérience s'il n'avait pas écouté énormément de house. J'aime les combats, j'aime le contact. Oui, je sais pas si on est compatible. Donc évidemment, on a pas mal de house dans ce projet-là, notamment sur Wavy et Malentendu. T'es tellement fraîche, tellement vache, mais 2h du mat jusqu'au lever du jour. C'est comme ma pizza, c'est chaud comme le Brésil. Sur l'introduction, moi j'entends du dancehall. Je suis pas vraiment un spécialiste de cette musique-là, mais il me semble que c'est du dancehall sur le Bionic sur l'introduction. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Globalement, c'est hyper électronique. Tu sens que voilà, il a pas enregistré des vraies guitares, des vraies batteries. C'est pas du tout organique. Évidemment, comme le nom de son label Digital Mundo, on reste dans un univers très digital. Je vous l'ai dit, il a des influences internationales et ça se ressent énormément dans la fabrication du projet. Il faut savoir qu'il a enregistré dans le mythique studio de Abbey Road à Londres, donc studio des Beatles. Il a été mixé à Montreuil dans le studio Grandville, et d'ailleurs c'est pas du tout un hasard si Jazzy Bass dans les interviews de cette année dit qu'il croisait énormément Laylo depuis des années dans les studios, puisque c'est le studio où il a enregistré tous ses albums. Voilà, Jazzy Bass c'est vraiment le mec à qui on pense en premier quand on pense au studio Grandville. Enfin, je sais pas si vous pensez à ça des fois, moi ça m'arrive. Maintenant, je sais qu'il y a Edge, Sean et tout qui enregistrent aussi là-bas. Bref, vive Montreuil. Et pour terminer, il a aussi fait des clips en Asie. Et je rappelle que Laylo, à cette époque-là, était un bousillé de Keisapi, un artiste, je sais pas s'il est coréen. Ouais, je pense qu'il est coréen. Vous me dites si je me trompe encore une fois. Il suffit de voir un clip ou deux et tu captes que Laylo a complètement, je dirais pas jusqu'à dire plagié son délire, mais voilà, il s'est énormément inspiré de Keisapi. S'il a changé de délire, il y a encore des restes de Merci. Des morceaux où il fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà, s'il veut crier, il crie. S'il veut avoir une voix grave, il a la voix grave. Sinon, il peut l'avoir aiguë. Il peut être nonchalant. À cette époque-là, Laylo n'a aucune limite dans la créativité. Il y a toujours des éléments de prod très stridentes comme le début de Digitalova. Il y a les décibels qui crachent dans Digital Vice City. Tête en bas, cul en haut. Il garde cette atmosphère anarcho-punk rap. On passe tout de suite aux phases marquantes. Je suis juste en face de toi, bébé, pourquoi tu m'ignores? Ben non, il n'y en a pas. Comme Kekra. En réalité, c'est pas qu'il écrit mal, c'est juste que c'est pas son point fort et c'est pas là où il veut exceller. Par contre, je trouve qu'il a une écriture qui lui est vachement propre. Très minimaliste.
Parfois, il enlève des mots dans une phrase. Il écrit exactement comme il parle et comme il réfléchit. En fait, c'est des bouts de ses pensées qu'il écrit. Il va droit au but, il réfléchit pas 6 ans. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un rappeur à punchline, c'est pas du tout un mec qui va te faire des multisyllabiques, c'est pas non plus un mec drôle. Ses textes, c'est les pensées brutes d'un mec hyper à fleur de peau, hyper sensible, un poil vicieux. Je crois qu'il y a un malentendu, girl. C'est pas le bif, c'est que le fils du producteur. Et résolument obsessionnel. Je suis juste en face de toi, bébé, pourquoi tu m'ignores? Son écriture est clairement celle d'un mec qui comprend pas pourquoi c'est pas une resta. D'ailleurs, il le dit tout le temps, hein, c'est le man of the year. Déjà à cette époque-là, il le disait et il comprend pas pourquoi tous les autres le voient pas, que ce soit le public rap, les autres rappeurs ou même les filles. Il est là et tu sens qu'il comprend pas pourquoi il plaît pas à toutes les meufs. Que tu réponds même pas quand je te demande what's your name. Pourtant dans le club cette nuit, là ils ont met. Mais voilà, plusieurs fois tu sens que il est là, putain, mais pourquoi elle s'intéresse pas à moi alors que, regarde, tout le club s'intéresse à moi. C'est moi, je suis venu faire un showcase. Je te regarde, là, je fais que je t'envoie des appels de phare, frère, avec ma Lambo imaginaire. Et tu me regardes pas, c'est quoi ce bordel? Mais t'as pas vu? J'ai des cheveux verts, c'est hyper... Je suis une resta, mon frère. Non, pas mon frère, du coup, parce que, après, je sais pas, je connais pas ses goûts. Hein. En fait, tu peux sentir dans tous ces textes une sorte de voile qu'il y a sur tout l'album de frustration. Voilà. Pourquoi je suis pas une resta? Pourquoi je baisse pas toutes les meufs que je veux? Putain, là, franchement, c'est beau de se dire qu'il a vraiment arrangé tous ses problèmes, du coup. Parfois, même dans ses textes, on comprend pas du tout ce qu'il dit. Par exemple, au début de son couplet dans Gogo, là, ça pourrait être de l'allemand, franchement, je sais pas, tu vois. Et oui, par exemple, dans Bad Romance, il écrit tout le morceau à une fille. Donc voilà, c'est un... Non, mais ça, on s'en fout. Messieurs, dames, c'est l'heure de mon top 3. Vous êtes prêts? Ok, parce qu'il est exceptionnel. Attention. Vous êtes très bizarre si vous n'avez pas le même. Je rigole. Un peu. Y'en a que pour toi. Il y a beaucoup de morceaux que j'adore sur ce projet. Il y en a au moins 5-6. Donc je voudrais faire des mentions honorables. D'abord, je ne mets pas Gogo dans mon top 3, mais c'est un super morceau. C'est la première collaboration avec Joker. Connexion ivoirienne, tu connais. Et franchement, c'est le début d'un feeling musical, je trouve, entre eux, qui est exceptionnel. C'est rien sur moi, à part que je n'ai pas de swag et je squatte avec mon squad. Il suffit de voir Jenny from the Blocka qui feront la même année dans le projet de Sneezy. T'as le boule comme Jenny from the Blocka. Click Clack Bang Bang. Le son incroyable. Plugs, c'est ça, dans Trinity. Franchement, c'est pas grave si t'as arrêté la MZ, fais un groupe avec Laylo, ou faites un petit EP commun. Imaginez un EP commun avec Joker, ça serait incroyable. Surtout qu'il se retrouve très bien dans le côté sensuel de l'album, puisque les deux sont des maîtres dans les chansons un peu... voilà, on va pas se mentir, des chansons qu'on peut écouter en baisant. Voilà, on peut parler français. On parle français ici sur cette chaîne YouTube, vous le savez. Oh pardon, je crois... C'était PZ ou quoi là? D'ailleurs, je le considère comme la seule collaboration du projet, parce que l'interlude avec Circlo, elle est éclatée au sol. Franchement, c'est le seul skip que j'ai dans l'album. À chaque fois que j'ai fini de l'écouter, je l'ai oublié. Bad Romance n'a pas réussi à craquer mon top 3 et je suis hyper triste parce que c'est un morceau que j'adore. La guitare, là, oh là 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 là, ça me donne envie de danser un slow avec une meuf dans un after après une soirée où t'as bu beaucoup trop de champagne avec tes salauds, là. Donc franchement, Bad Romance, très sensuel, génial. Morceau exceptionnel. Je suis dans cette merde depuis des années, trop la flemme de rester poli, je vais lui parler comme un sauvage. On arrive donc sur le top 3 et mesdames et messieurs, en 3e position, je mets Ignore. J'adore la prod, j'adore sa voix aiguë là. Je suis juste en face de toi, bébé, pourquoi tu m'ignores? En 2, je mets Wavy et c'est pas du tout un hasard si c'est le premier son qu'on entend dans mon générique. Et d'ailleurs, ça part tout de suite dans les productions de l'année. En première position, ceux qui savent, ceux qui ont regardé mon documentaire savent, Villa sur la côte. Tu prends la villa sur la côte, tu prends la dope. Qui pleut du flow, tu kicks, qui pleut des cordes. Téléphone bébé, devant un lac. Champagne comme un la villa sur la côte. Ça part dans les morceaux de l'année.
c'est un top carrière de Laylo. Digitalova, finalement, c'est l'unique album de Laylo dans cette couleur-là. Chaleureux comme ça, là. Ma théorie, c'est qu'il pensait qu'il allait tout niquer avec ce projet-là, faire des hits, etc. La réalité a été totalement inverse. Il est passé presque inaperçu, sauf chez ses fans qu'il avait déjà acquis. Évidemment, il fait un peu monter ses fans, comme à chaque projet jusqu'à Trinity. Mais voilà, il est très loin de ses espérances. Il n'a pas explosé du tout. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il part dans ce côté super triste, super déchirant, qu'on aura dans Raw, Rosed et Trinity, avec lequel il explose. Voilà, c'est ma théorie. Évidemment, il faudrait lui demander, sauf qu'il ne fait pas d'interview, donc vous allez garder ma théorie. Voilà, il n'y a pas le choix. Personnellement, je trouve que c'est hyper dommage. C'est comme Dinos. T'as l'impression, le gars, il a percé sur des sons tristes, derrière, il fait que ça. Pour moi, c'est hyper dommage qu'il ait perdu ce petit côté wavy, là, parce qu'il était trop fort là-dedans. Et d'ailleurs, il l'a refait un peu sur l'étrange histoire avec les collabs avec Hamza. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais personnellement, j'ai un pronostic sur Laylo. Le prochain album qu'il fait, c'est dans le délire et la couleur de Digitalova, et ça sort en mai 2023. Voilà, retenez bien. J'ai aucune info de son équipe, hein, mais j'en suis sûr. Voilà, donc vous prenez cette séquence et vous vous foutez de ma gueule quand ça ne sera pas le cas l'année prochaine. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, il a fait Trinity, il a explosé sur des sons tristes. Ensuite, il est revenu à des sonorités vachement plus simples, minimales, années 2000, dans l'étrange histoire de Mr. Anderson. Pour moi, la suite, c'est exploser sur ce qui devait le faire exploser déjà en 2017. Des productions chaleureuses, un son d'été. Parce que pour moi, c'est mort. Il va pas refaire des chansons tristes comme il a déjà fait. Déjà, je vois même pas comment il pourrait réussir à faire mieux en termes de tristesse que Trinity, déjà. Et puis même, il y a tout qui va bien dans sa vie. Tu le vois, il est en festival, il est heureux. Alors que tu le vois en 2019, en concert, en interview et tout, le gars, il était dans une déprime totale. Il faisait des nuits blanches tous les jours. Il n'arrivait pas à percer. Non, là, c'est bon, tu vois. Il y a même, je sais pas si c'est Cyril Gain ou quoi, qui a dit qu'il était en couple avec une meuf et tout. Là, c'est bon, il est heureux, il y a tout qui va bien dans sa vie. Donc, pour moi, c'est le moment parfait de nous sortir un projet d'été en 2023. Pour moi, là, c'est déjà trop tard, donc ça sera pas cette année. Donc, ça veut dire, s'il est malin, il sort ça avril, mai, juin peut-être. Et voilà. Croyez-moi, l'année prochaine, on va se régaler tout l'été sur du Laylo. C'est évidemment l'heure du classement, et pour Digitalova, c'est hyper compliqué. Je pense que je le mets quand même derrière Pacific. Pacific, je trouve qu'il a ce côté presque chef-d'œuvre. Digitalova, pas encore. Digitalova, c'est encore un peu brouillon pour moi. C'est pas l'œuvre définitive. La seule vraie question, c'est avec Vrai L2. Bon, je pense que je le mets un poil, mais d'1 millimètre devant Vrai L2. Juste parce que je l'ai plus écouté, ça m'a plus marqué. Et je pense que si tu me laisses le choix, là, vas-y, tout cet été, tu préfères écouter quoi entre l'un ou l'autre ? Oh, quoique... Ouais, non. Je garde Digitalova, mais franchement, si je pouvais, je les mettrais à égalité. Pour moi, c'est une égalité pure et parfaite, en fait. Je vais mettre un classement juste parce que je dois le faire, mais égalité pure et parfaite. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais les laisser en duo pendant tout la tier list, c'est sûr. Sur ce, c'est terminé. Je vous dis à demain. Et ciao.